Clémenceau, Landru et les théories du complot, une causerie de Bruno Fulini donnée au musée Clémenceau le 13 juin 2023, autour de l'exposition Focus, Clémenceau et la justice, et déclinée en podcast. Épisode 4, les théories du complot. Dès l'arrestation, en fait, l'affaire Landru, quand elle commence à se décanter un petit peu, quand on comprend que ce ne sont pas 2 disparitions, mais bien davantage, quand on tire un petit peu le fil, quand la presse s'empare de l'affaire, eh bien, assez vite, ça se retourne contre le pouvoir, et en particulier le président du Conseil. Voici ce qu'écrit un jeune journaliste. Il a l'excuse d'être débutant, mais il a un certain style. Au démarrage de l'affaire, on est encore au stade de l'enquête, des perquisitions. Il n'y a pas d'affaire Landru, mais simplement une histoire inventée par le gouvernement pour détourner l'opinion des vrais problèmes. Et à peu près à la même époque, il va y avoir un dessin assez savoureux dans la presse où on voit de dos un colleur d'affiches qui recouvre de, comment dirais-je, de manchettes, d'appels sur l'affaire Landru, toutes sortes d'affiches sur des sujets beaucoup plus sérieux, les emprunts d'État, l'inflation, les négociations diplomatiques, etc. Avec l'idée que cette affaire Landru, elle fait tout oublier, elle recouvre les sujets sérieux, c'est un leurre pour l'opinion. Et cette idée-là, qui naît dès 1919, va se développer et va prendre des proportions complètement folles, puisqu'assez vite, vous allez avoir des gens pour défendre l'idée que, en fait, l'affaire Landru est purement et simplement un montage de Clémenceau, avec l'idée que c'est un acteur qui a tenu le rôle de l'accusé lors du procès, comme évidemment les réparties et la faconde de Landru ne sont pas celles d'un criminel ordinaire. Donc on a payé un comédien, on a payé quelqu'un pour jouer l'assassin. Et d'ailleurs, allons, entre nous, personne n'a été guillotiné. À l'issue du procès. Alors selon les versions, c'est un mannequin, c'est un cadavre, on a fait semblant, et ça va aller assez loin. Un auteur qui était aussi un galeriste et un collectionneur, qui s'appelle Romy, qui a publié de très très beaux livres dans les années 1960, écrit encore en 1963 comme une certitude qu'il y a eu comme cela une manipulation. Et il cite une source dont vous apprécierez la sûreté, ce sont les mémoires du clown Grock. Un petit peu oublié le clown Grock aujourd'hui, mais qui a été une célébrité en son temps. Il publie des mémoires en 1948, il raconte sa carrière, mais aussi ses tournées, et il affirme, c'est le moment le plus intéressant des mémoires du clown Grock, il affirme qu'en voyage, en tournée en Argentine, il a été frappé par la ressemblance entre un petit vieux qu'il a observé là-bas et Landru. Et le directeur de la police, dont il donne le nom, Castinevias Rusco, lui aurait confié ceci: « Je puis vous assurer, mais il faut me donner votre parole d'honneur que vous ne parlerez pas, que l'homme que vous avez vu est bien Landru. » Donc non seulement il y a un complot du gouvernement français, mais avec la complicité du gouvernement argentin qui accueille donc cet ancien acteur ayant incarné Landru et qui vivrait à Buenos Aires d'une pension du gouvernement français en rétribution du service qu'il aurait rendu 30 ans plus tôt. Et cette histoire étrange, attestée par Grock, on la retrouve. L'inspecteur Belin, dont je vous ai parlé, après la guerre, a pris sa retraite. Il est d'ailleurs mandé par le journal Détective quand sort Monsieur Verdoux de Chaplin, un film qui s'inspire de l'affaire Landru. Et il commente la prestation de Chaplin, il compare le personnage incarné par Chaplin à Landru. Donc il va vivre jusqu'en 1980, si je me souviens bien. C'est-à-dire qu'il va être un témoin de long terme, au long cours de l'affaire Landru. Et dans ses mémoires, il raconte avec quelle douleur et colère, lui qui a pour titre de gloire d'avoir arrêté Landru, qui sait que Landru a existé, qui l'a tenu entre ses mains, qui l'a cuisiné, qui a essayé de le faire parler, eh bien, il raconte ceci, encore dans ses mémoires, donc, Belin, encore que Landru eût été jugé publiquement, photographié, etc., beaucoup croyaient encore à un simulacre. J'ai entendu cette réflexion de la bouche de ma marchande de journaux, aussitôt que fut publié le récit de la fin de Landru, donc là on est dans l'année 1922. Vous y croyez, vous ?
On a monté sur la guillotine un mannequin en cire avec une barbe noire. Et allez donc, la farce est jouée. Cette affaire a été bien montée. Le père Clémenceau est réellement un malin. Voilà ce témoignage que nous livre Belin. Ça va continuer donc avec le clown Grock, ça continue avec Romy, ça continue avec Charles Trenet, qu'on n'attendait peut-être pas dans cette galère, mais il y a une chanson assez drôle, même si aujourd'hui je pense qu'elle tomberait plusieurs fois sous le coup de la loi, mais où Charles Trenet s'amuse avec l'affaire Landru, et en particulier il y a un couplet qui est le suivant: Landru, Landru, on prétend qu'on t'a vu en bon petit père vivant à Buenos Aires. Consécration également par le cinéma, puisque vous avez sans doute en tête le Landru incarné par Charles Denner, le Landru de Claude Chabrol. Eh bien, dans le Landru de Claude Chabrol, on a la scène où Clémenceau glisse comme cela négligemment, sous ton de la confidence, à quelqu'un qu'on devine être Mandel, qu'au fond, c'est très bien cette affaire Landru, il faut lui donner un maximum de publicité, ça détournera l'opinion des négociations sur le traité de Versailles. Et alors, nous parlions de la pataphysique, il faut bien reconnaître que le Clémenceau lourdement postiché de ce film est incarné par Raymond Queneau, donc l'un des fondateurs du collège de pataphysique, le grand écrivain Raymond Queneau, qui prête son autorité, donc lui aussi, après Charles Trenet, après le clown Grock, vous voyez qu'on a quand même affaire à des personnages sérieux, et c'est pas tout à fait étonnant, puisque comme je vous le disais, le collège de pataphysique, dans son calendrier, puisqu'il y a un calendrier pataphysique qui est un petit peu compliqué, et qui comporte des saints, des sortes de saints laïcs, et il y a une Saint-Landru gynécologue qui est célébrée chaque 9 janvier de l'ère vulgaire, puisque évidemment l'ère pataphysique est organisée autrement, et il y a même une prière qui est ainsi rédigée: Saint-Landru, patron des fiancés, épargnez-nous la tentation du luxe, de l'ostentation et de l'orgueil, et rendez-nous gagne petit pour nous égaler aux plus grands. Donc Landru survit aussi, évidemment, dans la littérature, avec tout ce que cela peut charrier. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur cette étrange théorie du complot, d'abord pour dire à quel point elle est aberrante, mais aussi pour essayer de comprendre d'où elle vient et ce qu'elle révèle. Évidemment, elle est aberrante. Pourquoi ? À la limite, au moment de l'arrestation, que le battage fait autour de cette affaire arrange le gouvernement, pourquoi pas ? C'est pas pour autant que le gouvernement a monté cette affaire. Peut-être que voilà, ça crée une diversion utile si jamais il y avait besoin d'une diversion. Accessoirement, je suis toujours un petit peu rétif aux commentaires présentant Clémenceau comme l'unique auteur du traité de Versailles et des négociations. Ça a quand même été un travail collectif de longue haleine, et je pense que s'il avait eu toute liberté pour rédiger le traité de paix, il eût été un petit peu différent de ce qu'il a été. Donc, bon, mais Admettons qu'au moment de l'arrestation en avril 1919, il y ait quelques semaines de diversion utile. D'accord. Mais ensuite, je vous ai dit, il y a 2 années d'instruction, plus de 2 années. Le procès a lieu à l'automne 1921. Clémenceau n'est plus au pouvoir. L'exécution a lieu en février 1922. Non seulement Clémenceau n'est plus au pouvoir, mais c'est son vieux rival Poincaré qui est à la tête du gouvernement, avec Barthou à la justice. On ne lui aurait pas fait le cadeau d'une mise en scène s'il s'était risqué à monter une fausse affaire criminelle. Tout ça ne tient littéralement pas debout. Mais cette théorie du complot, elle est révélatrice. Elle s'appuie en fait sur un certain nombre de réalités ponctuelles dont elle tire de façon complètement abusive une espèce de récit romanesque. Alors, des réalités ponctuelles. Oui, d'abord, il y a effectivement eu un flou sur l'exécution de Landru. Pourquoi ? Le procès de Landru a été une grande cause, on va dire, mondaine. Il est jugé à Versailles, puisque l'essentiel de ses crimes semble avoir été commis à Gambet. Il est jugé à Versailles, et assez vite on parle du train Landru. Les Parisiens qui s'ennuient, les mondains, eh bien, se précipitent comment dirais-je, prendre le train à la station qui est aujourd'hui celle du RER aux Invalides pour aller vers Versailles et pour assister à ce procès comme un spectacle. Et dans
dans mes archives, je conserve pieusement, chacun ses reliques, des petits bons d'entrée, c'est-à-dire que, comme vous savez, les procès sont normalement publics, mais il y a eu une telle affluence qu'il a fallu organiser cela, et donc on avait des bons d'entrée pour assister au procès. Et comme on est dans une période où il y a une petite tension sur le papier, on a fabriqué ces bons au verso de bulletins de vote des législatives de 1919. Donc c'est assez comique. D'un côté, on a le nom d'un candidat aux législatives et de l'autre, on a le petit document qui vous donne, le coupe-fil, qui vous donne accès au procès Landru. Et à ce procès, on va voir des gens comme Mistinguett, Maurice Chevalier, toutes les mondaines de Paris dans leurs plus belles robes. Le public va se tenir assez mal. On va faire appel à Colette pour suivre le procès en tant que chroniqueur judiciaire. Elle a d'ailleurs laissé un très beau texte sur Landru. Mais disons que ce n'est pas un procès qui se déroule comme les autres. Les magistrats vont en souffrir. Landru va en profiter. Et là va commencer cette popularité paradoxale de Landru qui va se mettre en scène, d'où l'idée que ça puisse être un acteur, car il a quand même des réparties fulgurantes, des attitudes, il prépare ses sorties, il travaille son dossier, et au fond, cette reconnaissance qu'il n'a jamais eue en tant qu'ingénieur, industriel, homme qui a réussi, il va l'avoir paradoxalement le temps du procès. Pendant ces audiences, il va répliquer à l'avocat général, il va répliquer au président, il va argumenter, il va défendre sa vision des faits, il va faire assaut d'éloquence, et donc c'est Landru superstar. Alors on n'a pas du tout envie, au niveau des autorités, que la même chose se reproduise au moment de l'exécution. Donc quand la condamnation à mort devient définitive, quand elle est organisée, cette exécution, d'abord on l'a fait un tout petit peu plus tôt que d'habitude. C'était déjà au petit matin, là il fait encore nuit. Quand on extrait Landru de la prison de Versailles, il n'a que quelques pas à faire et la guillotine est posée juste devant. Tout se passe en un instant. Par ailleurs, malgré cela, on a des témoignages indiquant que pendant la nuit, c'est quand même le début des années folles, hein, donc il y a beaucoup de monde, et dans les cabarets, dans les bars à Paris, et que le mot circule pendant la nuit, que on va exécuter Landru demain matin. Et donc il y a des Parisiens plus ou moins éméchés qui sautent dans des automobiles et qui foncent vers Versailles pour assister à ça, puisqu'à l'époque les exécutions sont publiques et que c'est considéré comme une sorte de spectacle. Hein. On a beaucoup de descriptions de ces espèces de kermesse macabre qu'étaient les grandes exécutions. Oui, mais là on est à Versailles, on n'est pas à Paris. Et les choses ont été organisées de telle façon que quand ces curieux, ces badauds, certains en habit de soirée, en habit de bal, arrivent au petit matin, il y a un cordon de soldats pour éviter justement que ça soit trop la foire. Et du coup, on voit pas vraiment l'exécution. Elle est très rapide, elle est plus tôt que prévu, elle est loin, avec ce cordon de soldats, et ça va nourrir le soupçon que, comme c'est pas une vraie exécution publique, on a sans doute eu quelque chose à cacher. En réalité, c'était, comme je vous l'ai dit, pour éviter que se reproduisent les scènes un peu scandaleuses du procès sur fond d'exécution capitale, mais ça a été interprété comme une volonté, en fait, de dissimulation. Avant cette exécution et au cours de ce procès que je viens d'évoquer, il y a eu également une théorie comme cela du complot qui a été avancée d'abord par Landru lui-même et ensuite par son défenseur. Alors je vais citer Landru très précisément. Voilà. Landru s'adressant à l'avocat général dit ceci, il s'emporte au cours d'une des audiences et il dit « Vous prétendez, monsieur l'avocat général, que ces ossements, on n'a pas trouvé de cadavre, mais on a trouvé des dents et des morceaux d'ossements dans les cendres de cette fameuse cuisinière dont vous savez tout. Vous prétendez, monsieur l'avocat général, que ces ossements proviennent des corps de celles que vous dites avoir été mes victimes. Eh bien moi, je vous dis qu'ils ont été déposés là en mon absence. Et par qui, monsieur le président ? La police pourrait peut-être nous le dire. Au fait, est-ce que ce ne serait pas l'inspecteur Belin, par hasard, qui aurait déposé ces ossements dans ma remise ? Alors, vous voyez d'abord l'extrême correction de la langue.
utilisé, c'est Landru qui parle, ça n'est pas son avocat. C'est pas le langage d'un criminel ordinaire, hein, c'est le langage d'un homme qui a lu, qui sait parler, qui manie le langage et qui est un petit peu magnifié par ces circonstances du procès et qui sème le doute. Au fond, il n'y a pas de cadavre. C'est difficile de condamner un homme à mort pour assassinat lorsqu'il n'y a pas de cadavre. Et l'avocat, maître de Moreau-Giaffer, va aller exactement dans cette voie, et avec d'ailleurs un étonnant pastiche de Clémenceau. Vous savez que Clémenceau, dans l'affaire de Panama, mis en cause pour une supposée corruption, a répliqué par un magnifique discours avec l'anaphore « Où sont les millions ?» Il décrit son train de vie très simple, qu'il a marié sa fille sans dot, qu'il ne possède que quelques actions dans une société de chasse, enfin rien. Et c'est ponctué à chaque fois de la question « Où sont les millions ? Où sont les millions ? Où sont les millions ?» Très efficace. Eh bien, maître de Moreau-Giaffer a-t-il pensé à Clémenceau? Il fait exactement la même chose. Où sont les cadavres? Où sont les cadavres? Où sont les cadavres? Et maître de Moreau-Giaffer, c'est un personnage intéressant, c'est aussi un homme politique, il va être député de la Corse. À l'origine, c'était un bonapartiste de gauche, une famille politique qui n'a pas su prospérer, et donc il va se refaire une virginité chez les radicaux. Donc il y a peu de bonapartistes qui ont rebondi chez les radicaux quand même, c'est assez inhabituel comme parcours. Il va devenir un homme politique radical, député de la Corse, et après le procès, bizarrement, je ne sais pas s'il faut y voir l'humour noir de l'époque, il va être nommé sous-secrétaire d'État à l'enseignement technique pour l'avocat d'un dépeceur. Ça m'a toujours semblé un peu curieux, mais bon, voilà. On le retrouvera longtemps plus tard sous la 4e République. Entre-temps, il aura été l'avocat de grandes causes. Il aura en particulier défendu Dimitrov en Allemagne, l'homme qu'on avait accusé faussement d'avoir provoqué l'incendie du Reichstag. Donc, maître de Moreau-Giaffer, grand pénaliste, eh bien, va lui aussi exploiter cette opportunité de sauver la tête de son client parce qu'il n'y a pas de cadavre, parce qu'il y a des choses mystérieuses, parce que la perquisition n'a pas été faite dans les règles de l'art, parce qu'on sait, et on le sait par des témoignages qui seront publiés à l'époque et qui sont publiés après, que toutes sortes de mauvais plaisants sont allés dans la maison de Gambet, ont apporté des crânes, des ossements qu'ils ont ajoutés. Donc, on peut même pas parler de scène de crime souillée. Là, elle a été dévastée. On a même le témoignage de 3 chroniqueurs judiciaires, dont l'écrivain André Salmon, qui explique que à un moment, il fallait quand même renouveler. Elle a duré longtemps cette affaire Landru. Il fallait tenir en haleine le public. Ces journalistes n'ont pas hésité à vendre à leur rédaction qu'il y avait une autre maison de Landru du côté de Barbizon, un endroit agréable où on mange bien, et comme ça, ils ont obtenu des notes de frais pour aller à Barbizon, festoyer tout un week-end, et ils avaient emporté un crâne qu'ils avaient mis en scène là-bas. Bon. Donc il y a eu plein de fausses pistes, plein de fabrications, plein de canulars du plus mauvais goût, plein de dénonciations calomnieuses, etc., de toutes sortes. Bon, comme toutes les grandes affaires criminelles, ça a déclenché plein de pathologies diverses et variées, qui ont fait que, effectivement, il peut y avoir un doute sur les ossements qui ont été prélevés, qui ont été examinés. Et puis bon, la police scientifique de l'époque n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc tout cela donne lieu à de multiples contestations. Donc l'idée que finalement ces ossements ne soient pas vraiment des ossements humains, ne soient pas ceux des victimes, qu'ils aient été apportés par la police ou par un quelconque service secret au fond, est une idée qui peut faire son chemin. Par ailleurs, il faut bien se rendre compte aussi que ce procès Landru, s'il est une cause mondaine, s'il est comme cela, ce moment un peu étonnant que je vous ai décrit, c'est aussi parce que on est dans l'après-guerre, qu'en fait c'est le premier grand procès criminel de l'après-guerre. Pendant la guerre, il y a eu d'une part une censure de la presse, et Clémenceau lui-même en a souffert, l'homme libre devenant l'homme enchaîné, donc Clémenceau en a souffert. Il y a une censure de la presse qui fait que on traite pas ou peu les affaires criminelles de cette époque-là. Tous les Français sont unis, amis, et on passe un peu sous silence les affaires criminelles. Elles sont d'ailleurs pas très nombreuses, pas très importantes, puisque la police, je vous l'ai dit, est occupée à autre chose.
Vers la fin de la guerre, il y a les procès de trahison, mais qui restent intimement liés à la guerre, qui sont des procès d'espionnage ou de trafic d'influence. C'est pas la bonne vieille affaire criminelle avec assassin, dissimulation de corps, enquête policière, c'est autre chose. Et donc cette affaire Landru, eh bien, renvoie les Français aux grandes affaires. Ils en sont restés à l'affaire Caillot, vous savez, qui avait assassiné le directeur du Figaro en 1914, à toutes ces affaires retentissantes de la Belle Époque, l'affaire Stenel, ce genre de choses. Et là, on renoue avec ce qui était un petit peu perdu. On a l'illusion, quelque temps, de retrouver ce qu'on va appeler la Belle Époque. Donc ce procès, effectivement, a un effet de diversion parce qu'il a ce succès-là et qu'il ranime cet esprit et ce mauvais esprit d'avant-guerre.